Bonsoir et bienvenue, c'est le retour à la normalité qu'annonce le Conseil fédéral. Dès vendredi, il n'y aura plus de masques obligatoires dans les trains. Les malades du Covid ne seront plus tenus à l'isolement. La Suisse met un terme à 2 ans de gestion de la pandémie. On tire le bilan avec celui qui aura incarné la gestion de cette crise. Chaque mercredi, durant 2 ans, le conseiller fédéral Alain Berset, une fois encore en duplex avec nous. Des milliers de Neuchâtelois voient leurs données médicales les plus intimes publiées sur le Darknet. L'affaire révèle à quel point la cybercriminalité peut nous atteindre tous personnellement. Les pirates ont divulgué des données volées à 2 cabinets médicaux du canton de Neuchâtel. 45% de hausse du prix du gaz. L'annonce de la commune d'Yverdon est un choc financier pour les habitants et les entreprises de la ville. Nous entendrons les réactions des clients et les explications des responsables. Elle sait exactement qui nous sommes grâce aux algorithmes, elle sait où nous sommes grâce au GPS. La bonne vieille publicité nous cible désormais avec une efficacité redoutable. Ce soir, premier épisode de nos reportages sur cette révolution silencieuse de l'industrie publicitaire. Enfin, on partira dans les Alpes sur le trajet de la haute route. Après les avalanches, un autre péril menace les randonneurs. Le danger des crevasses est particulièrement aigu cette année. C'est une sorte de retour à la normalité. La Suisse met fin à 2 ans de gestion de la pandémie. 2 ans rythmés par les interdictions et les obligations illustrées sur les affiches colorées de l'OFSP. Dès vendredi, les masques ne seront plus obligatoires dans les transports publics. Un test positif au Covid ne vous obligera plus à rester en isolement. C'est un cap important qu'est venu annoncer Alain Berset tout à l'heure à Berne. Valérie Gillot. C'est le retour à la vie d'avant. Fini les 5 jours d'isolement après une infection, fini les masques dans les bus ou les trains. Après 21 mois de situation dite particulière, la normalité reprend le dessus dès demain minuit et le Conseil fédéral compte bien ne pas revenir en arrière. On ne peut jamais dire jamais, mais ça n'est vraiment pas prévu. On ne souhaite pas, nous n'allons pas revenir à la situation particulière, sauf si nous devions être confrontés une fois plus tard à une situation encore plus grave que tout ce que nous avons vécu jusqu'ici dans cette pandémie. Mais c'est un scénario jugé peu probable par le Conseil fédéral. Au canton désormais d'assumer les principales mesures de protection de la population. Certains, comme Genève, Berne ou le Valais, ont d'ailleurs déjà annoncé que le masque resterait obligatoire dans les établissements de santé au moins jusqu'à fin avril. La vigilance est de mise. Des cantons qui, pendant 2 ans de crise, un peu plus que 2 ans maintenant, ont accompli un immense travail, ont acquis aussi beaucoup de compétences et de savoir-faire, et des cantons qui peuvent également se préparer pour pouvoir faire face, dans cette répartition normale des compétences, à d'éventuelles flambées l'automne prochain. Une consultation est lancée pour répartir précisément les tâches entre confédérations et cantons. La crise n'est pas tout à fait terminée, mais c'est certain, le 1er avril 2022 marque bien la fin d'une ère. Bonsoir, monsieur le conseiller fédéral. Bonsoir. Est-ce que cette fois-ci, on peut dire que c'est la dernière fois que quoi qu'on se vous voit êtes là? J'espère. Écoutez, je crois qu'on a vraiment avec la sortie de la situation particulière en fin de semaine, un pas très, très important. Les mesures tombent sur le plan fédéral et je crois qu'on a une situation qui nous le permet aujourd'hui. Est-ce qu'on a fait un calcul au niveau de la société en disant, bon, on doit trouver un équilibre, ma foi, les personnes vulnérables, non pas on les laisse un peu tomber, mais elles seront moins protégées? Non, je ne crois pas. Vous savez, les personnes vulnérables, le moment le plus difficile pour elles, c'était 2020. Alors que ce nouveau virus arrive et qu'on n'a strictement rien. On n'avait pas la vaccination, on n'a pas les médicaments. Là, c'était le moment vraiment délicat. Et personne n'avait d'immunité, donc ça pouvait circuler très très vite et très très fort. Et aujourd'hui, on est dans une phase où nous avons les réponses aussi pour les personnes les plus vulnérables. Et ça nous permet de retourner lentement à cette situation normale que l'on a quand même cherché depuis longtemps. C'était long, quand même, 2 ans, plus de 2 ans. Mais je n'aurais jamais pensé que ce soit si long. Et aujourd'hui, je crois qu'on arrive à faire ce pas dans des bonnes conditions. Monsieur le conseiller fédéral, ce que les gens auront peut-être de la peine à comprendre, c'est que si quelqu'un a le Covid, il pourra venir travailler, avec tous les risques que ça comporte. Écoutez, c'était un petit peu la situation d'avant le Covid avec la grippe. Maintenant, j'espère véritablement que lorsque quelqu'un a des symptômes, eh bien, il peut se faire tester et puis en cas de test positif, être très prudent pour ne pas infecter d'autres personnes. Je crois que c'est aussi quelque chose qu'on a appris durant 2 ans dans cette pandémie. Et si vraiment ça doit poser des problèmes particuliers dans l'un ou l'autre canton, eh bien, les cantons peuvent aussi prendre ces mesures sans autre problème. Il y a aussi la question du masque. On n'en a plus besoin dans les trains, les transports publics.
publique. Or, c'est finalement une mesure assez simple à mettre en place. Et on la retire. Pourquoi? C'est des raisons aussi peut-être philosophiques. Simplement, on veut montrer que la société, elle change. On sort de cette pandémie. On ne veut rien montrer. On a simplement eu toujours, et nous le disons depuis 2 ans, on a toujours pris avec le Conseil fédéral et avec les cantons les mesures qui étaient strictement nécessaires. Et aujourd'hui, alors qu'une immunité est présente dans quasiment la totalité de la population, aujourd'hui, alors que la plupart des mesures ont été enlevées sans qu'on ait de problème à gérer sur le plan hospitalier, et c'est vraiment le critère qui nous conduit, il me paraît assez logique, tenant compte de la saisonnalité du virus, de pouvoir réouvrir les choses et évidemment de poser le masque. Moi, c'est une mesure qu'on est content de pouvoir poser également. On se souvient des polémiques à l'époque quand des gens qualifiaient de grippe ou de grippette cette maladie-là. Aujourd'hui, vous dites quoi? C'est une sorte de rhume. Au fond, on peut vivre très bien avec sans protection du tout? Vous savez, moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était. Voilà, j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est plus qu'un rhume quand même. Mais ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Ce que je dis aujourd'hui, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est qu'après 2 ans, eh bien, on a les outils. On a les outils avec la vaccination pour vraiment limiter les conséquences négatives en cas d'infection. On a les outils avec les médicaments, de plus en plus de médicaments qui arrivent pour soigner les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et puis on a énormément appris sur comment est-ce qu'on peut mieux se protéger lorsqu'un virus circule. Et vous, monsieur le conseiller fédéral, il va falloir aussi apprendre à retourner à ces dossiers austères, un peu dans l'obscurité. C'est aussi quelque chose qui, à titre personnel, vous devez faire un peu votre aggiornamento. C'est un vrai bonheur. Non, écoutez, moi je dois vous dire, c'était 2 années qui ont été très difficiles pour beaucoup de monde. C'était dans la société, pour les familles, les entreprises, pour les cantons, pour le Conseil fédéral. Et je dois vous dire que pour nous, au sein de mon équipe, avec l'Office de la santé publique, on a été quand même particulièrement pressés comme des citrons pendant cette phase qui était très très difficile. Et en fait, moi je suis très très heureux de retrouver aussi un semblant de normalité dans mon activité professionnelle, que ce soit plus automatiquement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout le temps. Et puis il y a beaucoup de dossiers qui ont pris du retard à cause de cette situation et qui maintenant reviennent sur le dessus de la pile et que je retrouve avec plaisir parce qu'en fait on les a un peu mis de côté pendant une phase et c'est bien maintenant que ça puisse reprendre. Merci beaucoup monsieur le conseiller fédéral, à bientôt. Merci. Un entretien enregistré dans l'après-midi. Cécilia, il faut nous dire maintenant ce qui va changer très concrètement dès vendredi. D'abord, la fin de l'isolement. Oui, Philippe, c'est la fin de l'obligation fédérale. Enfin, il n'y a plus d'obligation fédérale d'isolement, mais en cas de test positif et symptômes, on peut quand même rester à la maison comme pour toute autre maladie, finalement. Alain Berset l'a dit, on attend des employeurs qu'ils fassent preuve de souplesse en ne demandant pas de certificat médical après 3 jours pour éviter les cohues chez le médecin. Si on est positif et sans symptômes et qu'on a quand même envie d'aller en cours ou au travail, en théorie, on peut, mais les entreprises et les écoles peuvent élaborer des règles supplémentaires. Si on décide de se faire tester, que ce soit parce qu'on a des symptômes ou pour protéger des personnes vulnérables, c'est toujours la Confédération qui prend en charge les tests. Rien ne change à ce niveau, les vaccins aussi restent gratuits. Le certificat Covid n'est plus nécessaire en Suisse, mais il peut l'être pour voyager puisque certains pays le demandent toujours. L'entrée en Suisse, en revanche, n'est plus soumise à aucune obligation spécifique. Et le port du masque, enfin, n'est plus obligatoire dans les transports publics, sauf si les cantons l'exigent. D'ailleurs, plusieurs cantons maintiennent le port obligatoire dans les hôpitaux et EMS, en tout cas jusqu'à fin avril. Merci beaucoup, Cécilia. Le port du masque qui pouvait paraître incongru il y a 2 ans, le croyait réservé à certains pays asiatiques. Or, depuis, la Suisse s'y est habituée. Notre vision de ce morceau de tissu a profondément évolué également. Martial Girardin, Camille Rivollet. Chirurgicales, en tissu, aux motifs originaux ou douteux, ils étaient dans toutes les bouches. Masque. Et devant depuis l'arrivée du Covid. Dans les esprits, c'est déjà un mauvais souvenir. Le masque, une soumission. L'angoisse. Littéralement de l'angoisse. Enfin, moi, ça rappelle le Covid, tout ça, et je veux plus en entendre parler, quoi. En même temps, le port du masque n'a jamais vraiment été clair. En mars 2020, la conseillère nationale Magdalena Martourlo-Blocher est priée de retirer son masque lors de la session parlementaire puisqu'elle n'était pas malade. Elle m'a dit que je troublais l'ordre dans la salle. Ensuite, les contradictions s'enchaînent. Si nous arrivions à la conclusion que dans l'évolution de la stratégie, il fallait avoir beaucoup plus de masques, on le dirait, mais on devrait constater en même temps actuellement qu'on n'en a pas assez. Il n'y a aucune preuve qu'il y ait un bénéfice au fait de porter un masque. Le grand public n'a pas la capacité qu'a le personnel de soins à manipuler correctement un masque. Le port du masque obligatoire à l'intérieur des établissements accessibles au public. Histoire d'amour ou histoire de haine,
Selon cet historien, le masque ne va pas disparaître, à l'image du mouchoir en tissu arrivé dans les poches d'une pandémie. Il fallait cracher dans son mouchoir plutôt que cracher par terre. Et suite à ça, le mouchoir est vraiment resté en fait dans les poches des personnes comme un accessoire bien après que la tuberculose n'était plus un souci de santé publique. Et par analogie, on peut bien penser que le masque va rester. Quitte à le réserver pour d'autres occasions. Vous allez continuer à le garder du coup? Oui, et puis ça m'aide aussi contre le pollen. Moi je continue à le mettre, je suis enrhumée comme pas 4, donc voilà. Rien n'empêche de le porter, mais le masque ne sera plus obligatoire à partir du 1er avril. Si la Suisse relâche ses dernières mesures, c'est tout le contraire en Chine, où une grande partie de la capitale économique Shanghai vient d'être placée sous un confinement extrêmement strict. Le variant Omicron est certes moins virulent que les précédents, mais les autorités chinoises maintiennent malgré tout leur politique de zéro Covid. Tamara Mukanovic. Derrière ces panneaux de chantier, des quartiers entiers sous cloche. À Shanghai, c'est désormais tout l'est de la métropole qui est confiné, ainsi que plusieurs quartiers de l'ouest depuis aujourd'hui. À la fin de la semaine, ce sera au tour de l'autre moitié de la ville. L'objectif, confiner en plusieurs étapes et stopper toute circulation du virus. C'est ce que vit au quotidien notre correspondant en Chine. Là, je me trouve à l'entrée de ma zone résidentielle d'où je suis empêché de sortir par intermittence depuis maintenant plus de 2 semaines. Ces palissades de chantier enferment tous les habitants qui sont soumis régulièrement à des tests PCR pour tenter de dépister le moindre cas. Cette politique zéro Covid, elle commence à fatiguer un peu la population. Au bout de 2 ans, une population fatiguée, voire irritée. Et ça se sent sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo largement partagée en Chine, on voit des patients avec le personnel de santé du centre d'exposition universelle de Shanghai, reconverti en centre d'isolement géant. La tension monte. La personne qui filme exige des explications. On entend qu'il n'y a pas assez d'eau, pas de médicaments et que les toilettes sont sales. Car s'ils sont testés positifs, les habitants de Shanghai doivent s'isoler dans un hôpital ou un centre. Une gestion très stricte de la pandémie qui n'empêche pas pour l'instant Omicron de circuler. Shanghai a annoncé aujourd'hui un record de près de 6000 cas, la plupart asymptomatiques. 6000 nouveaux cas dans une ville de 25 millions d'habitants. Mais pour les autorités, c'est une question d'image. Depuis 2 ans, la Chine présente sa gestion de la pandémie comme un exemple à suivre. En Ukraine, la vérité s'écrit sur le terrain. Hier, la Russie annonçait une réduction des activités militaires sur les villes de Kiev et Tchernihiv. Aujourd'hui, les combats et les bombardements russes se poursuivent. Ils ont même redoublé autour de ces 2 villes. Le porte-parole du Kremlin a également relativisé les avancées diplomatiques entre les 2 camps. Marc Julmy. Dernières images des bombardements russes sur la ville de Brovary, à 40 km de Kiev. Ici, aucun signe de détente, de retrait, de réduction de l'activité militaire suite aux pourparlers d'Istanbul. Les paroles et les espoirs suscités hier en Turquie n'ont pas eu d'effet sur le terrain. Topo similaire à l'ouest de la capitale, dans cette ville d'Irpin qui résiste depuis 2 semaines face à la pression des blindés russes. Dans ces témoignages recueillis par la chaîne ITV, les habitants tentent d'expliquer ce qu'ils ont vécu. Ma maison. Ils sont rentrés dans mon jardin avec des tanks. 2 hommes sont sortis, ils les ont tous 2 abattus. Pourtant ici, les forces ukrainiennes disent avoir réussi à repousser les Russes sur plusieurs zones disputées. Pas assez pourtant pour se retrouver hors de portée de l'artillerie et des missiles ennemis. Les habitants veulent croire que la situation finira par se détendre. Mais comme le précise ce reportage de la télévision espagnole, ils n'accordent aucun crédit aux dernières annonces venues de Moscou. Ils prétendent une chose et ensuite en font une autre. Ils mentent tout le temps. Perspective pas plus encourageante au plan diplomatique. À l'inverse de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, plutôt encouragé par les annonces des diplomates russes hier à Istanbul, le président américain Joe Biden reste pour l'heure prudent. Je n'en tire aucune conclusion tant que je ne vois pas leurs actions. On verra s'ils tiennent parole. Une parole que chacun ici voudrait voir transformée en acte.
La guerre en Ukraine est l'une des causes de certaines augmentations massives du prix du gaz. À Yverdon, le prix du gaz va augmenter de 45% dès le mois de mai, annonce la municipalité. Une hausse impressionnante qui peut représenter par exemple une centaine de francs supplémentaires chaque mois pour une maison familiale. Reportage Daniel Bachmann, Laetitia Wider. Une facture de gaz qui va quasiment augmenter de moitié. La nouvelle ne laisse pas indifférents les Yverdonois. Oui, bien sûr que ça nous inquiète un peu, mais un peu tout le monde. Tous les locataires chez nous sont inquiets, bien sûr. Ouais. Quelques craintes par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au futur et surtout par rapport au futur de nos enfants, en fait. Jusqu'où ça va monter. Il y a tellement d'autres chocs qu'on n'arrive pas à absorber que finalement on commence à s'habituer, quoi. Dans la commune du Nord-Vaudois, les besoins en chauffage et en eau chaude sont assurés à 60% par le gaz. Cette augmentation concerne donc plus de 10 700 foyers. En cause, évidemment, le conflit en Ukraine qui a fait exploser le prix du gaz, déjà en augmentation depuis 2021. Il y a une grande partie de notre approvisionnement qui a été réservée à l'avance avec des prix plafonnés. Par contre, il y a une partie qui dépend vraiment de la météo, ça dépend de la consommation et du temps qu'il fait. En fonction de ça, il y a une partie qui est achetée à court terme et c'est cette partie-là qui s'est envolée avec des grands facteurs d'augmentation. La municipalité a mis en place toute une série de mesures pour alléger la facture des ménages qui ne sont pas les seuls à subir cette augmentation. Yverdon compte aussi 200 entreprises reliées au gaz, comme ce carrossier qui a déjà estimé sa surcharge annuelle. J'ai pu la chiffrer, l'augmentation sera environ de 2500 francs. Je pense qu'on va la répercuter sur le prix de l'or ou alors remettre une taxe énergétique à nos factures. L'augmentation ne touche pas que le canton de Vaud. Dans le Jura, elle atteint jusqu'à 100% et est effective depuis plusieurs mois. Alors le propriétaire de cet immeuble a dû se résoudre à augmenter les charges. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça, mais je crois savoir que les locataires le comprennent. Ils voient bien que ce n'est pas une opération pour augmenter les loyers par derrière. Entreprises et particuliers, personne n'échappera à la hausse ces prochains mois. De nombreuses communes romandes ont déjà augmenté leurs tarifs. Cette affaire maintenant qui illustre le pouvoir de nuisance très concret des pirates informatiques. À Neuchâtel, des milliers de patients ont vu leurs données médicales diffusées sur ce qu'on appelle le Darknet, cet espace de non-droit d'Internet. Les hackers avaient piraté 2 cabinets médicaux du canton de Neuchâtel. Miroslav Marez, Mélanie Sigan-Bonnet. Les pirates qui avaient attaqué des cabinets médicaux neuchâtelois mi-mars ont mis leurs menaces à exécution. Selon les révélations du quotidien Le Temps, les hackers ont publié hier soir le contenu de plus de 40 000 fichiers médicaux de patients sur le Darknet. D'abord, j'aimerais dire que c'est des infractions très graves à mes yeux. Il s'agit de données sensibles qui touchent à la sphère intime des patients concernés. Le Temps cite en exemple les données de patients séropositifs, consommateurs de drogue et dépressifs. Nous avons également pu constater que des plans de service de médecins neuchâtelois étaient accessibles. Ces fuites sont très préoccupantes, mais le milieu médical rassure. La divulgation sur la place publique de ces données personnelles, elle est problématique, mais elle ne fait pas courir un très grand danger à ceux qui en sont victimes, puisque seuls finalement des gens malveillants à leur égard pourraient en profiter. Reste que les cyberattaques de ces derniers temps ne laissent pas indifférents. Il y a vraiment une prise de conscience qui commence de se faire. Elle est sûrement un peu tardive dans notre pays sur le fait qu'au fond, ces questions d'accès à des données sensibles, c'est quasiment une question de défense nationale. Et à l'heure où la plupart des cantons souhaitent se diriger vers un dossier électronique du patient, le président de la Société médicale de Suisse romande n'est pas inquiet. Le législateur et les ordonnances ont prévu pour le dossier électronique patient l'utilisation des plus hauts standards de sécurité informatique. Ce mercredi, selon nos informations, les données ont été retirées du Darknet. Gilles Clémençon, vous arpentez le Darknet pour nous. On voit que ces piratages nous touchent vraiment très personnellement, même très intimement au fond. Bah oui, en quelques mois, c'est un peu tout l'éventail de notre vie numérique qui s'est retrouvé en Suisse romande sur le Darknet. Hein. Souvenez-vous, il y a les vols dans les administrations communales. On a beaucoup parlé de la commune de Montreux, celle de Rolle. Et puis, il y a eu des PME, une université, aujourd'hui des cabinets médicaux. Ça fait quand même beaucoup de nos données sensibles qui sont sur le Darknet. Alors, on a senti ces derniers mois qu'il y avait une vraie prise de conscience des institutions, des PME, mais visiblement, c'est encore insuffisant. Il faut dire que la sécurité informatique, eh bien, ça coûte cher. Il y a toujours une pesée d'intérêt qui est faite. Et tout le monde ne veut pas ou ne peut pas toujours investir des dizaines, voire des centaines de milliers de francs pour sa sécurité informatique. Mais dans ce cas concret, Gilles, est-ce que tout à chacun peut avoir accès à des dossiers médicaux maintenant ?
Oui, alors en théorie, oui, mais dans les faits, c'est pas si simple. Trouver des informations sur le darknet, ça demande quand même quelques connaissances. Souvent, vous tombez sur des milliers de documents dont la plupart, il faut le dire, sont totalement inintéressants, donc il faut savoir où chercher. Et puis, comme ce sont des données volées, eh bien, pas question de les utiliser ou de les publier, c'est du recel. Le simple fait de télécharger ces données sur votre ordinateur, eh bien, c'est déjà constitutif d'une infraction pénale. Un dernier mot, Gilles, on a entendu, ces données ont été mises en ligne hier, elles ne sont plus là aujourd'hui. Non, elles ont été retirées à la mi-journée sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et puis, dans la foulée, eh bien, les hackers, sur leur page, sur le darknet, ont publié un compte à rebours où ils annoncent, ils promettent la publication de données volées pour demain. Ça montre une chose, eh bien, c'est que dans ce genre d'affaires, ce sont les hackers qui définissent l'agenda et surtout, ce sont eux qui tiennent le couteau par le manche. Merci beaucoup, Gilles. On va voir que ce dossier n'est pas terminé. Le piratage informatique et ses conséquences, on va le voir avec cette attaque menée à Neuchâtel également, mais contre l'université cette fois. Elle s'est fait voler des dizaines de milliers de fichiers. Sergio Villarmarzo, Patrick Rullier et Gabriel Devecq. La vie académique semble avoir repris son cours normal. Mais en réalité, l'université de Neuchâtel vit depuis 6 semaines un véritable cauchemar, après avoir été piratée par l'un des groupes de hackers russes les plus actifs dans le monde. Résultat, près de 60 000 fichiers volés sont accessibles sur le darknet et à ce jour, pas loin de 24 000 consultations. Parmi ces données, il se trouve des données très sensibles pour l'université, mais aussi pour les partenaires et pour les collaborateurs employés de cette université. Notamment les données salariales de la quasi-totalité des collaboratrices et des collaborateurs, ce qui en fait des cibles potentielles pour les pirates. Avec le nom, le prénom, la date de naissance et le numéro AVS, on a presque tout ce qu'il faut pour créer une identité virtuelle et pour pirater cette identité. Parmi d'autres documents volés et accessibles, des contrats de recherche avec la Confédération, une collaboration avec une multinationale basée dans le canton de Neuchâtel, mais aussi des codes d'accès ou encore des données bancaires privées. L'université a rapidement porté plainte et assure renforcer son système de sécurité. Mais aucun commentaire ne sera fait sur la nature des fichiers volés ni sur les conséquences. Moins on parle de cette histoire, moins on expose en fait les personnes dont les données circulent sur le darknet. Donc c'est aussi pour ça qu'on a cette attitude très réservée sur le fait de commenter publiquement les données et qu'on met tous nos efforts en fait dans l'information individuelle aux personnes. Si la gestion de la crise est saluée par les professeurs, les chercheurs, les étudiants que nous avons pu contacter, l'inquiétude reste vive car aucun n'a souhaité témoigner devant notre caméra de peur d'attirer l'attention des cybercriminels. L'inquiétude gagne aussi plusieurs députés neuchâtelois qui ont interpellé le Conseil d'État sur les risques d'une attaque similaire dans l'administration. En réponse, le gouvernement annonce ce matin vouloir renforcer plus vite que prévu ses équipes dédiées à la cybersécurité. Genève s'impose bel et bien comme capitale mondiale de l'horlogerie avec son salon Watches and Wonders. C'est le plus grand salon horloger depuis la disparition de Baselworld à Bâle. Le salon genevois débute aujourd'hui alors que les exportations de montres atteignent des chiffres records. Nicolas Rosset. Jamais les montres suisses n'ont été autant au centre de l'attention. Surtout les montres les plus chères, les montres mécaniques, mais pas que. 2021 était la meilleure année historique pour Tag Heuer et dans tous les marchés, aux États-Unis, en Europe, en Asie, la demande est extrêmement forte et on le remarque sur tous les niveaux de prix. On pourrait penser que c'est uniquement sur le haut de gamme, mais pas uniquement. Nous, nos premiers prix, nos entrées de gamme, les montres à quartz continuent à performer très fortement. Autre élément expliquant ces chiffres records, un rajeunissement de la clientèle, un phénomène qui a même touché des marques très haut de gamme. J'ai remarqué qu'il y a une très grande demande de nouveaux clients, des jeunes clients. Donc là, on parle d'une moyenne d'âge de 30-35 ans. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'un client de 30 ans veut aussi une grande complication. C'est des gens qui ont réussi dans les affaires, très souvent dans les nouvelles technologies. Donc je pense qu'effectivement, la demande est croissante à ce niveau-là, oui. L'an dernier, les exportations de montres suisses ont dépassé les 22 milliards de francs, une première. Du côté des marques, aucune ne dévoile de chiffres, mais cet expert de l'horlogerie a réussi à identifier les 7 poids lourds qui ont dopé les ventes. Il y en a 7 qui ont dépassé le milliard de francs de chiffre d'affaires. Il y en a 3 qui sont présentes ici à Watches and Wonders, qui sont Rolex, Cartier, Patek Philippe. 3 marques milliardaires à Genève, ça veut dire que 4, Omega, Audemars Piguet, Longines et Richard Mille, sont absentes du nouveau grand rendez-vous de l'horlogerie suisse.
Le salon genevois s'est ouvert sous de bons auspices. Plusieurs marques ont révélé que 2022 avait encore mieux commencé que 2021 en termes de vente. On va ouvrir ce soir une série de reportages sur la transformation spectaculaire de l'industrie publicitaire. La pub est devenue redoutablement efficace. Elle nous cible aujourd'hui comme jamais. Marie-Émilie Cattier, on va plonger avec vous dans cette révolution silencieuse. C'est vrai qu'on est désormais loin du matraquage publicitaire pur, avec la marque, le logo, en gros, répété plusieurs fois, comme on pouvait le voir dans certaines publicités dans les années 60, ou jusqu'à plus ou moins récemment. Aujourd'hui, on nous parle en fait à peine d'acheter. On nous propose à la place une découverte, une expérience. C'est ce qu'on va voir dans cette série, c'est que les marques ne vendent plus seulement un produit, elles offrent des solutions. Elles se veulent ludiques, agréables, utiles pour séduire le consommateur sur le long terme. Ce qui compte, au final, c'est d'incarner des valeurs partagées qui traversent toute la société. L'authenticité, la liberté, l'écologie, ce sont elles qui sont mises en avant dans les campagnes publicitaires, au point que des fois, parfois, au premier coup d'œil, on ne sait plus quelle est ni la marque, ni le produit qui est vendu. Merci beaucoup Marie-Émilie. Votre premier reportage nous montre très concrètement comment les publicitaires nous ciblent de plus en plus efficacement. 2002, le film Minority Report. Tom Cruise, alias John Anderton, est assailli de publicité sur mesure, où qu'il aille, par un simple scan de sa rétine. 20 ans après, nos smartphones sont la prunelle de nos yeux. Ils livrent de nombreuses données, notamment notre position en temps réel. De quoi développer des stratégies marketing très locales, donc très ciblées. Ça, c'est aussi les couleurs qui sont reprises par rapport à l'identité. À l'instar de celle imaginée par cette agence de communication. Faire apparaître une publicité pour une officine spécifique directement sur le téléphone du client, dès lors qu'il ou elle en est physiquement à moins de 500 mètres. La clé, en fait, c'est vraiment d'envoyer le bon message au bon moment via le bon canal. Et si on fait ça, on va vraiment réussir à être le moins intrusif possible. Parce qu'on va venir avec une publicité justement au bon moment, sur le canal adéquat et aussi par rapport à ce que les gens justement recherchent ou aiment. Mais pour ça, il y a aussi un cadre évidemment législatif, il y a aussi des règles à respecter. Et oui, même si on collecte des données, on ne peut pas non plus en faire n'importe quoi. Kevin, un ou deux. Quand ce ne sont pas les clients qui les donnent eux-mêmes, il existe de nombreuses autres informations accessibles à tous en ligne qui informent les marques sur les besoins des consommateurs. Non, on ne peut pas savoir quel podcast. Ici, on scrute régulièrement les tendances comme la météo pouvant inspirer ou influencer la création. Ainsi, par exemple, des retards d'avion à Genève-Cointrin ont généré une offre pour accéder à une plateforme de contenu aux passagers en attente. Ça nous permet d'arriver sur des messages qui sont de plus en plus précis et de plus en plus intelligents, enfin dans le sens qui répondent de plus en plus à un besoin qui fait sens. Ça amène une relation, je dirais, il y a un intérêt, c'est-à-dire du moins on arrive à débloquer une situation et là effectivement ça peut amener un affect, ou je dirais une manière, ah ben voilà c'est plutôt malin, c'est intelligent, ça me divertit. Un affect qui aide à construire une image positive, une relation à long terme avec le consommateur. Et la suite de cette série de reportages dès demain. On va partir maintenant pour les sommets enneigés des Alpes où les crevasses représentent un danger particulièrement aigu en ce moment. Hier encore, un alpiniste a chuté dans une crevasse à Chamonix en France. Il a pu être secouru, mais tous n'ont pas cette chance. En Suisse, 4 personnes sont décédées cet hiver dans des crevasses. Reportage Anna Silva, Eman Eli et Ainoa Ibarola. C'est le cauchemar de tout skieur en altitude. Les crevasses, ouverture naturelle des glaciers, sont meurtrières. Déjà 4 personnes y ont laissé leur vie cet hiver en Suisse. Le skieur dans cette vidéo a eu de la chance, Guillaume Martin aussi. Il y a 1 mois, en randonnée avec 2 amis, il chute dans une crevasse. Je me retrouve très vite au milieu de 2 parois de 5 mètres de large, au bout de 2 cordes, à peu près 8 mètres de profond, dans une crevasse qui en fait au moins 40. Heureusement, on avait tout bien fait. C'est quand même ce qu'il faut retenir dans cet accident, c'est que derrière nous arrivaient 2 filles non encordées. Clairement, l'issue n'est pas la même. Non encordée, là, c'est la mort assurée. Il n'y a pas de possibilité d'en réchapper. En effet, ces jours-ci, on croise du monde en haute montagne. Quelques 4500 coureurs se préparent à la patrouille des glaciers qui aura lieu fin avril. Problème, cette année, l'enneigement est inférieur à la moyenne. Les ponts de neige au-dessus des crevasses, trop fins. Ici, à Verbier, à quelques mètres des pistes seulement, elles sont invisibles, mais elles sont là. Dans la zone qui est derrière moi, là, on peut un petit peu en lire 2 ici avec ces traces horizontales par le sable du Sahara.
Et puis une crevasse peut faire plusieurs mètres de large et peut faire de 5 à 10 à 40 mètres de profondeur. Donc c'est bien pour ça que certaines fois nous avons des accidents mortels en crevasse. D'où ces quelques recommandations. C'est baudrier avec une corde tendue, principalement à la montée. Et puis à la descente, la norme c'est plutôt sans corde, à condition qu'on ait des itinéraires bien choisis pour éviter les zones crevassées. La neige annoncée ces prochains jours n'est pas forcément une bonne nouvelle. Pour diminuer le risque, il faudrait qu'il neige beaucoup et sur plusieurs jours. Une fine couche risquerait plutôt de dissimuler les crevasses et ainsi de créer un faux sentiment de sécurité. La radio fête ses 100 ans en Suisse. C'est depuis Lausanne que la toute première émission a été diffusée en octobre 1922. 100 ans plus tard, la RTS marque l'événement cette semaine avec notamment une pièce de théâtre. Les 2 premières représentations scolaires avaient eu lieu hier après-midi à la Sala, comme il se doit. Laurent Chobat et Léandre Dougan. C'est l'histoire d'une centenaire, la radio suisse. Elle raconte son histoire dans une pièce de théâtre. Un jeune casse son téléphone, alors pour écouter de la musique, il doit utiliser une radio qu'il maltraite un peu. La radio réagit, lui répond et lui dit « Tu peux pas me traiter comme ça, je vais te donner une bonne leçon et je vais te raconter un peu ma vie ». Et on fait un voyage dans le temps, on est projeté donc en 1922 et on remonte toutes les décennies comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est moi qui te parle, moi, la radio, celle que tu viens de secouer comme un prunier. Ce lundi à la Sala, dans le studio 15 de la radio, 3 classes romandes reviennent 100 ans en arrière. Je suis donc née le 26 octobre 1922 sur la colline du Bugnon. Ce jour-là, la première émission radiophonique de Suisse est diffusée en direct. Radio Lausanne. C'est comme ça qu'on m'a appelée au début. L'histoire de la radio se mêle à celle du siècle dernier. Durant 1 heure, le public traverse les décennies accompagné des interprètes. On est vraiment passé d'une grosse machine, peu utilisable pour peu de gens, et vraiment maintenant c'est devenu vital, quelque chose de normal chez nous qu'on a au quotidien. Je trouve que c'est quand même cool que ça a évolué comme ça avec le temps. Et pour certains spectateurs, le transistor n'appartient pas au passé. À la maison, on en a toujours une allumée, donc ouais. Moi, dans la voiture, souvent. Avant, j'utilisais avec mon père, mais là, pas trop. Comme il y a la technologie, les réseaux sociaux et tout, j'utilise pas trop. La pièce Une jeune dame de 100 ans se joue jusqu'au 8 avril. Les représentations sont ouvertes aux classes et au public. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Philippe Jeanneret. Et puis à 20h15, Une seule planète qui lance un défi détox digital à 4 volontaires qui vont devoir se sevrer d'écran pendant 6 semaines. Les pauvres. Excellente soirée et à demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info.